Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'évoquer un peu d'abord vos parcours différents, puisque vous-même, vous venez de la campagne ici, et vous venez de beaucoup plus loin. Donc, je vais peut-être honneur aux dames. Je vais d'abord vous proposer de nous raconter un peu comment vous êtes arrivé à Strasbourg, d'où vous venez, d'où sont vos parents. Moi, je suis née à Strasbourg. Vous êtes né à Strasbourg, Oui. mais vos Mais mes parents ne sont parents pas ne sont pas nés nés à à Strasbourg, Strasbourg. c'est ça. Donc, vos parents viennent d'où? Enfin, ils sont. Alors, mes parents sont originaires des villages alsaciens. Ce sont des juifs d'Alsace. Donc, du côté de mon père, mon père est déjà né à Strasbourg, mais ses parents sont nés à Schirhofen, à Kolbsheim. Et du côté de ma mère, c'est Rosheim et Trimbach, donc l'Alsace du Nord. D'accord. Et vous vous rappelez, vous étiez allé de ces Je me villages? souviens de Lauterbourg un petit peu. Lauterbourg, c'était le village où mon grand-père maternel était rabbin, Chazan plus exactement, c'est-à-dire ministre officiant, mais il était chargé de toutes les fonctions religieuses. Et je ne me souviens pas de mon grand-père, mais je suis allée à Lauterbourg après la guerre, puisque je suis née moi après la guerre. Mais je n'ai pas connu la maison de mes grands-parents puisqu'elle avait été détruite. Mes grands-parents habitaient dans la synagogue, dans le bâtiment de la synagogue qui avait été détruit. Et ma grand-mère bénéficiait d'une baraque. Et c'est de cette baraque-là que je me souviens. Et ensuite, vous avez grandi à Strasbourg Oui, après la guerre. oui. Nous habitions Strasbourg. J'ai fait un parcours tout à fait banal d'écolière, de lycéenne, au lycée de jeunes filles, dans toutes les annexes du lycée de jeunes filles à Strasbourg. Et ensuite, j'ai fait mes études supérieures également à Strasbourg. Ouais. Et puis un jour, vous avez rencontré votre mari. Oui, à l'université d'ailleurs, au département d'études littéraires, où je préparais ma licence de lettres classiques. C'est là que nous nous sommes rencontrés et nous nous sommes mariés peu de temps après. D'accord. Et alors, lui, il arrivait d'ailleurs, enfin, il venait d'ailleurs. Vous étiez Moi, arrivé à Strasbourg quand? je suis arrivé en novembre, 1er novembre 62. D'accord. Je suis venu du Maroc et j'ai commencé mes études tout de suite puisque j'étais déjà bachelier. Donc j'ai commencé mes études d'abord à l'époque c'était propédeutique lettres. C'est une année générale et ensuite on commençait donc la licence. La licence donc en 3 ans. Alors donc j'ai fait mes études, à la fois des études hébraïques et des études arabes, jusqu'à l'obtention donc de la licence en études hébraïques. Ensuite une maîtrise en études hébraïques, et c'est là que dans ce département d'études hébraïques que j'ai eu le privilège ou la joie de connaître, d'être le disciple du professeur André Nair. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, André Nair vient du terroir et je suis devenu son disciple. Et ensuite j'ai commencé à enseigner dans une école juive, l'école Akiba de Strasbourg qui est bien connue. Et en 70, il m'avait appelé à être son assistant. Vous devinez ma grande joie. Et c'est là que j'avais entrepris aussi donc la préparation d'un doctorat avec lui sur une grande figure sur laquelle il travaillait, qu'on appelle le Maharal de Prague. Et grande personnalité du XVIe siècle qui a vécu donc à Prague. J'ai préparé ce doctorat et ensuite, du simple assistant, je suis devenu maître de conférence et actuellement, je suis professeur d'études hébraïques, donc au département des sciences humaines, aujourd'hui, Université Marc Bloch. d'accord. C'est un beau parcours hein, pour quelqu'un qui arrivait comme ça. Je vous dis, c'est vraiment, quand je revois ça, c'est pour moi une très très grande satisfaction. Ce parcours-là, je dirais merveilleux. Mais tout mon séjour, je peux vous dire, à Strasbourg, ou toute ma vie à Strasbourg, était pleine de grandes satisfactions. Depuis le début 62, parce que ce n'est plus comme aujourd'hui où on entend parler d'antisémitisme, des actes antisémites ou des exactions. Non, c'était à l'époque en 62, l'antisémitisme n'avait pas cours. Pratiquement n'existait pas, on n'était pas à la mode. Et donc c'était des années, je dirais, studieuses, d'excellentes années de travail.
Pourquoi vous êtes arrivé à Strasbourg par hasard ou... Non, c'est pas par hasard, parce que c'était seulement à Strasbourg. Alors, avant 62, j'avais derrière moi 6 années d'enseignement au Maroc. Dès que le Maroc a accédé à l'indépendance, j'enseignais de l'hébreu, évidemment, dans les écoles du réseau de l'Alliance israélite universelle. Et en même temps, il y avait le début de l'arabisation au Maroc. J'en étais un de ces débuts. J'enseignais également l'arabe. Et la seule université de France, en dehors de Paris, en dehors de la Sorbonne, la seule université de France qui préparait aussi bien la licence d'hébreu et d'arabe, ben c'était l'université de Strasbourg. Puisque Strasbourg, on enseignait d'abord l'hébreu depuis le XVIe siècle, hein, avant 1530, 1526, quelques années avant l'enseignement ailleurs, institué par François Ier à Paris. Mais alors donc j'avais la possibilité de faire cette licence d'hébreu en études hébraïques, je dirais modernes. Parce que c'est Ner qui a créé cette chaire d'études hébraïques modernes et en même temps des études arabes. Donc c'était essentiellement d'étudier ces deux facteurs-là, ces deux disciplines. Quand vous êtes arrivé ici, votre langue courante que vous parliez couramment au Maroc, c'était quoi? C'est vrai que je suis maghrébin, je parle bien le judéo-arabe, comme je parle bien l'arabe dialectal, entendons-nous, mais j'ai fait aussi des études arabes. Ma première langue, en dehors du français, où le bac était entièrement en français, j'avais préparé l'arabe. Donc en venant ici, je n'étais pas du tout dépaysé. L'étude au Maroc, depuis le protectorat, depuis 1920, la culture française est répandue. C'était pratiquement le même programme du baccalauréat au Maroc que celui en France. Donc, du point de vue culture, il y a un passage, un changement spatial, mais pas un changement culturel. D'accord. Et vous rappelez l'ambiance, comment c'était quand vous êtes arrivé tout au début dans cette région comment vous ressentiez les choses C'était pour moi, je vous dis, une excellente expérience. C'était très dur de quitter le Maroc. Je l'ai quitté avec regret. Je dirais même avec des larmes quand je l'avais quitté. Parce que j'étais installé pratiquement depuis 18 ans. J'avais un poste d'enseignant d'hébreu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'hébreu et d'arabe. Et seulement, je me suis dit, ne pas rester instituteur. Il fallait au-delà et couper avec la communauté maghrébine, la belle communauté de Meknes, et venir dans un autre horizon, c'était pas facile. Mais en revanche, j'ai trouvé autre chose, je me suis vite adapté parce que j'ai quitté la communauté juive de Meknes vivante, j'ai retrouvé une communauté aussi vivante. Un moment très important pour moi parce que je venais de prendre conscience aussi de ce renouveau du judaïsme français. Le judaïsme d'après-guerre n'est pas celui du judaïsme avant. Avec ces personnalités, je vous avais parlé tout à l'heure de ce contact avec le professeur André Neher ou avec les Dinas ou Léon Askenazi, qui ont renouvelé le judaïsme français. Même les études hébraïques vont changer également au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est plus, je dirais, un judaïsme historique, c'est un judaïsme existentiel et philosophique. D'accord, c'est important, oui. Quand vous êtes arrivé, est-ce qu'il y avait déjà beaucoup de séfarades ici ou vous étiez Il y avait parmi des les premiers? séfarades. Non, je ne suis pas parmi les premiers. Oui. Il y avait des juifs qui étaient là, et je crois depuis la guerre de Suez, Oui. depuis Je vais juste 56. vous arrêter. Oui, ce qui m'intéresse un peu de savoir, c'est dans les années, on est dans les années 60, là, donc vous êtes à Strasbourg, 62. et il y a déjà des séfarades qui sont là, Oui, et il y a aussi les ashkénazes, bien sûr. Oui, il y avait des séfarades déjà du Maroc. Ouais. Mais avant, depuis 56, il y avait les séfarades venus d'Égypte et d'autres venus aussi de Tunisie. Mais est-ce Donc, qu'ils étaient nombreux ils étaient assez nombreux. Ouais. Assez nombreux. Mais là, il faut dire, le grand flux, c'était avec les Maghrébins, avec les Juifs marocains, Juifs et Algériens également, ou Juifs maghrébins. Hein.
du Maroc, d'Algérie et de Tunisie. Et là, il y avait beaucoup en 62 et en 70. Et là, tout de suite, et quand j'étais arrivé, il y avait déjà donc un groupe de séfarades installé. Il y avait même, on a formé un comité séfarade qui existait auparavant, comité qui gérait tous les problèmes séfarades, tous les aspects culturels, et qui était bien intégré à la communauté. Ils avaient leur propre spécificité, mais bien intégrés dans l'ensemble de la communauté. À cette époque-là, puisque là je ne sais plus très bien, par exemple la grande synagogue, il n'y avait pas encore la séparation entre le... Il y avait, quand je suis venu déjà, non, avant que je ne vienne avec le rabbin Hazan, déjà il y avait une synagogue. Ouais. Il y avait un local qui est devenu synagogue, c'était à Léocone, une synagogue pour les Sfardim. Donc il y avait un local pour les Sfardim. Au haut, vous aviez la grande synagogue, et en bas, il y avait donc un local pour les Sfardim, comme d'ailleurs il y a également un autre office pour le Merkaz, un autre office au sein du bâtiment même. Et alors donc c'est une communauté unie, qui est en même temps plurielle, avec des rites différents. Le rite ashkénaze dans la grande synagogue, ou bien les jeunes au Merkaz, et puis les Sfardim en bas dans la synagogue Léocon, qui a été aménagée, évidemment bien aménagée, sous la direction du docteur Besmien. Et ensuite, je crois que vous avez entendu parler, la célèbre synagogue de Rambam, qui est l'œuvre du comité Sfarad, ayant pour présidence Meir Tapiro. Et donc, quand vous vous êtes rencontrés, Ashkénaze et séfarade, donc vous aviez quand même des différences. Comment tout ça a été vécu au sein de vous-même et au sein de vos familles? Alors, au sein de ma famille, il n'y a eu vraiment aucun problème, aucune objection, aucune question même. Moi-même, de mon côté non plus. Moi, j'étais très jeune, j'avais 20 ans. Donc, je pense qu'à 20 ans, les choses sont faciles. On est plus insouciant, on se pose moins de problèmes. Mais dans le vécu quotidien, vraiment, ça n'en a pas posé. Il y avait une curiosité réciproque de notre part pour les usages de l'un, de l'autre. Mais il faut vous dire quand même que les différences sont plus superficielles que réelles. Il y a des différences, par exemple, au niveau des airs liturgiques ou bien au niveau de la prononciation. Mais la prononciation séfarade recoupe à peu près la prononciation israélienne. Donc, pour l'ashkénaze que j'étais, ça ne posait vraiment aucun problème. Il y a des différences minimes au niveau de ce qu'on appelle les minagim, c'est-à-dire les habitudes. Mais la vie juive est parfaitement reconnaissable de l'un à l'autre rite. Donc les problèmes qui auraient pu se poser, qui se sont posés, c'est vrai dans d'autres communautés, et à d'autres moments également, c'était plus des problèmes sociaux que des problèmes, que des problèmes religieux ou des problèmes d'incompatibilité qui n'existent pas en fait. Qu'est-ce que vous pensez aussi? Je le pense également, mais différemment. J'étais vraiment surpris, vous savez, dès le premier jour de Kippour. J'étais venu donc la deuxième année plus tôt, parce que la première année était venue en novembre. L'année suivante, vous savez, les fêtes de Tishri, les fêtes de l'automne. Vous avez le Nouvel An, Rosh Hashanah, alors ensuite Kippour, le jour du Grand Pardon, et puis la fête des cabanes, Sukkot. Alors, j'étais en retard dans le rite Sfarad. Il commençait, je crois, vers 13h30, et j'étais venu en retard. Alors, je suis allé dans un office ashkénaze. Eh bien, je ne me suis pas retrouvé dans ce rituel. Je ne me suis pas retrouvé. Et heureusement, plus tard, j'ai découvert que au niveau du rituel, l'ossature est la même, la structure est pareille, mais les poèmes qui composent ces prières sont différentes. Pourquoi cette différence? Ça m'a beaucoup interpellé. Eh bien, vous savez, avec les études, j'ai vu que en grande partie leurs poèmes viennent de la vallée du Rhin,
qui remonte au XIIe siècle, au piétisme rhénan. Et chez nous, la plupart des poèmes viennent du XIe, XIIe et XIIIe siècle, de l'Andalousie, de cette rencontre aussi de ce judaïsme de l'âge d'or espagnol si riche. Et alors j'ai dit, voilà, grâce, vous voyez tout à l'heure, on a parlé de cette rencontre est vraiment féconde. Parce que si je ne m'étais pas trompé de synagogue dans le rite ashkénaze, je n'aurais pas découvert ce monde différent de la vallée du Rhin, avec ses beaux poèmes. C'est un monde différent, qui décrit d'autres expériences, une autre histoire juive, et la nôtre qui décrit une autre histoire juive, celle, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des poèmes qui viennent du judaïsme de l'âge d'or espagnol. Ça, c'est propre surtout à l'office de Rosh Hashanah. De Rosh Hashanah, je l'ai bien dit, les fêtes de Tishrei. Les autres, soit le Shabbat, soit pendant les autres fêtes, les différences sont bien moins importantes. Sont minimes, sont presque nulles. On retrouve pour la bonne raison, pour que l'ossature ou la structure de cette prière remonte longtemps, remonte déjà du Second Temple, et par conséquent, c'est la même prière adoptée par tous. Mais comme la prière est étoffée, comme j'ai dit, par des poèmes qui ont été ajoutés, alors c'est de la vallée du Rhin et qui remontent déjà à la période antique, à l'époque, comme je dirais, d'Eretz Israël, à la poésie palestinienne, la poésie d'Eretz Israël. Et nous, ça remonte la plupart. Quelques-uns remontent très anciens, mais la plupart viennent de l'âge d'or espagnol. D'accord. Oui, c'est intéressant. Donc effectivement, vous disiez les différences étaient plutôt sociales que dans la religion. Elles étaient parce qu'il y a eu des interactions aussi. On le montre un peu dans le film, entre la culture alsacienne traditionnelle et les Ashkénazes, il y a eu des choses très, très interactives. Et j'imagine également dans le Maghreb de la même manière. Donc là, il y a des différences sociales ou culturelles qui se sont à nouveau rencontrées ici, enfin dans les années 60. Oui. Il y a l'environnement marque toujours, n'est-ce pas? Cet environnement, là où on se trouve, est marqué. Alors le judaïsme sfarade est marqué par ce judaïsme oriental, le judaïsme maghrébin. Et là, il y a véritablement, je dirais, il y a eu rencontre. Et même, il peut y avoir aussi quelques heures, n'est-ce pas? Mais la rencontre, finalement, je dirais, est enrichissante et féconde, aussi bien donc sur le plan culturel, je dirais même sur le plan culinaire aussi. Ben oui. C'est un aspect important, mais important. Enfin, le judaïsme marocain a apporté ses plats spécifiques et le monde ashkénaze. C'est donc un enrichissement sur ce plan-là. D'accord. Et donc tout ça a continué après les années 60, 70, etc. Et les liens se sont encore renforcés, j'imagine, au cours entre les deux communautés. Oui. Et je dirais même que le monde sfarade, je pense, le monde ashkénaze, moi personnellement, m'a beaucoup apporté. Comme je vous l'ai dit, j'ai la rencontre avec certaines personnes, d'abord, que ce soit des professeurs, André Neher ou Lévinas, et cet apport est énorme. Mais aussi certaines personnes très attachantes du monde ashkénaze. Comme d'ailleurs, j'ai eu la joie, nous juifs marocains, nous avons connu les juifs venus du Mzab, venus du sud d'Algérie, qui avaient aussi leurs spécificités, leurs poèmes, et la rencontre était, je dirais, formidable. Et on dirait qu'on avait un passé lointain commun, et on se retrouve partout, soit dans les fêtes, ou dans la synagogue, ou dans l'étude des textes. C'est ça qui tout c'est enrichissant. Exactement, c'est que malgré les siècles de séparation géographique, culturelle et les différences, donc pendant de très longues durées, les différences d'environnement, finalement on retrouve quand même, plus que l'ossature de la prière, un judaïsme qui est resté quand même étrangement semblable.
et qui témoigne effectivement d'une unité, en lui-même, et aussi d'une unité à son origine. Et ça me paraît extrêmement important. Et on n'a pas à s'étonner parce que tout de même, le réservoir est commun. Le réservoir juif, que ce soit d'abord la Bible ou le Talmud et la Gada, ce réservoir est le même. Or, c'est de ce réservoir que nous puisons constamment. Alors, nous lui avons donné une lecture, une orientation différente. Ici, j'ai pris contact au monde, je vous dis, avec le renouveau du judaïsme français, qui a donné encore un autre élan au texte que nous avons lu et étudié différemment. Il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées qui me disent que le renouveau du judaïsme à Strasbourg, entre autres, s'est fait grâce à l'arrivée des séfarades. Que si les séfarades n'étaient pas arrivés, ben, ça allait se décliner encore. Oui. Je vous pose la question. Oui, je pense que c'est tout à fait exact. Il y a eu le renouveau, alors disons d'abord dans le sens démographique. C'est vrai que la communauté juive alsacienne et strasbourgeoise en particulier avait été quand même durement touchée par la Shoah. Dans toutes les familles, il y a eu un nombre important de personnes qui ne sont pas revenues. Dans ma famille, par exemple, ça a été le cas. Du côté de mes grands-parents, enfin de ma famille maternelle, il y a eu beaucoup de gens, ma tante, la sœur de ma mère, qui n'est pas revenue, mon grand-père est décédé, des cousins, des oncles. Et donc la communauté, ça c'est une des raisons pour lesquelles la communauté d'Alsace avait été beaucoup affaiblie. Le deuxième point, c'est que cet apport séfarade n'a pas seulement été un apport démographique, il a été un apport, comment dire, je vais utiliser un terme un peu curieux, un apport d'enthousiasme. Il y a eu là un renouvellement du judaïsme qui s'est fait par la chaleur des offices, des offices extrêmement chaleureux, chantés, avec une présence massive des gens, un judaïsme extrêmement fort et authentique, très érudit aussi, ce qui n'était pas le cas en Alsace. Le judaïsme d'Alsace et de France en général avait beaucoup perdu dans le domaine du savoir et de la connaissance. Disons, depuis les 2 siècles d'émancipation, depuis la Révolution française, le savoir juif était allé en s'effilochant considérablement. Et ça aussi, ça a été un apport considérable du judaïsme séfarade, de revivifier ce savoir, cette connaissance, et de le faire dans la joie et dans la positivité. Je crois pouvoir dire qu'en France, donc en Alsace et en France en général, il y avait eu aussi un autre phénomène qui s'était passé. Il me semble que les Juifs avaient beaucoup intériorisé le regard extérieur qui était celui de leurs compatriotes et de leur entourage, et c'était souvent un regard dévalorisant. Pas forcément antisémite, bien que l'antisémitisme, comme chacun le sait, ait été quand même présent, mais un regard dévalorisant sur les textes, sur la culture, sur le contenu philosophique. Je me souviens par exemple que dans mon enfance au lycée, certaines de mes camarades catholiques me disaient « Vous les juifs, vous êtes trop attachés à la lettre du texte, vous ne savez pas voir au-delà ». Et je crois que j'avais adhéré à ça, je me sentais un peu mal à l'aise oui, effectivement, je trouvais que le christianisme avait cette espèce d'aura enfin tout ce qui a toujours été dit sur la différence entre le christianisme et le judaïsme, l'esprit et la lettre, la loi et l'amour, etc. Et les juifs avaient intériorisé ce regard. Et ce qui s'est passé grâce à l'arrivée, en partie grâce à l'arrivée, pas seulement grâce à cette arrivée-là, du judaïsme séfarade, c'est qu'il y a eu un renouvellement, une positivation, le mot est un barbarisme, une positivation de ce regard. Et ça a permis de redécouvrir les textes et de les redécouvrir dans toute leur richesse et dans toute leur, je vais dire dans tout leur humanisme, qualité qui leur avait été déniée très très souvent. Le judaïsme séfarade est un judaïsme vécu.
ça, je crois, c'est très important, le judaïsme au quotidien. Et les années 50, 60, c'est un judaïsme qui n'était pas encore, je dirais, différencié. Parce que le judaïsme français, et notamment le judaïsme allemand, il était déjà divisé. Depuis la fin du XVIIIe et puis le début du XIXe, il y avait déjà les réformés, la réforme, il y avait et ensuite la néo-orthodoxie. Donc c'est un judaïsme qui était, je dirais, éclaté. Je pense que ce n'était pas encore le cas pour le judaïsme marocain ou maghrébin qui était encore uni. Ce judaïsme uni est arrivé ici comme, à un moment, comme ma femme vient de le dire, à un moment du renouveau du judaïsme. Pourquoi renouveau? C'est à la suite de la guerre. Ou ça ne veut pas dire qu'avant il n'y avait pas des études hébraïques, ou il y avait des études hébraïques, mais c'était des études, je dirais, historiques, critiques. Après, au lendemain de la guerre, il y a une étude beaucoup plus, je dirais, existentielle, beaucoup plus philosophique, où on se sent, comme l'a dit Ricoeur, beaucoup plus attaché. Et ce texte vit avec sa communauté. Et nous avons vécu donc un judaïsme en pleine innovation, pleine rénovation, et tout en restant lui-même. Hein. Vous voyez? Oui, avant de venir au présent, je voulais peut-être revenir encore un peu sur cette idée de clivage qu'on pouvait avoir entre séfarades et ashkénazes. Et est-ce que c'était un clivage ethnique ou est-ce que c'était autre chose? Enfin, d'après notre expérience, mon expérience, je ne peux parler que de moi-même. Je ne pense pas que ce soit un clivage ethnique. Si, d'après ce que je vois aujourd'hui, le clivage est plutôt socio-économique. Parce que quand même, il y a des associations qui se forment, des cercles qui se forment, il y a des couches sociales. Mais je ne pense pas que ce soit donc un clivage ethnique. D'après mon expérience, et je ne sais pas, je pense que c'est aussi peut-être le point de vue de ma femme. Oui, Vous pensez aussi que c'est socio-économique? Absolument. Et on peut l'expliquer comment ça, enfin, avec des exemples. Je pense que les gens s'entendent en fonction de leur niveau social, et pas de leur, en tout cas pas seulement de leurs origines. Je veux dire par là que quand une famille séfarade est une famille qu'il est convenu d'appeler bourgeoise, elle va avoir des affinités, des liens avec une famille bourgeoise ashkénaze et pas du tout avec une famille d'origine modeste de Meknès ou de Fès. C'est universel. C'est universel, absolument. Ça n'a rien d'étonnant. Non, une famille modeste de Meknès ou de Fès, à Meknès et à Fès, il y avait aussi des riches. Il y avait les riches, il y avait les gens moyens, et il y avait également des pauvres. Donc, peut-être ces gens aisés ou riches aussi s'entendront bien avec des gens de leur classe. C'est ça, c'est ce que j'ai expliqué. Est-ce que les séfarades, en majorité, qui sont arrivés, étaient plutôt de conditions modestes ou dans l'ensemble au départ où il y avait, je connais pas tous les Sfardim qui étaient là. Ouais. Mais ceux que je fréquente, ceux que je connais, ceux que j'estime beaucoup, c'est des gens qui, en 62, ceux qui étaient là en 62 ou avant, ou même après, ont fait ce que je connais bien, ont fait de brillantes études et qui ont bien réussi leur vie sociale, leur vie économique, et qui sont aussi bien intégrés à la communauté. D'accord, je comprends mieux. Vous disiez tout à l'heure, en 62, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas d'antisémitisme. Ah oui, et comment je l'ai vécu. Je l'ai vécu, j'ai jamais entendu parler d'actes antisémites. Et enfin, je sais pas, je vais vous donner un petit exemple. Une fois, je voyais quelqu'un, une personne faire un geste derrière moi, ça m'a semblé faire un geste désagréable. Je me suis retourné et j'ai crié, qu'est-ce que c'est que ça? Le monsieur, tranquillement, est venu me voir, il m'a dit, monsieur, vous vous sentez bien? Est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi avez-vous crié?
il était, vous voyez, dans un autre monde, c'était merveilleux. J'ai beaucoup apprécié que c'était plutôt un fantasme ou une peur que j'avais exprimée. C'est un petit détail, mais partout, nulle part, au marché ou à l'université ou dans les différents magasins, j'étais heureux, permettez-moi de vous dire, j'étais heureux parce que je sentais apprécié en tant qu'homme et même en tant que juif. Il m'est arrivé, quand je commençais à enseigner l'école Akiba, on m'a demandé de me couvrir la tête. Et je me suis couvert la tête et puis j'ai vu que le monde n'a pas changé pour autant. C'est les mêmes amis, les mêmes personnes, les mêmes amis juifs ou non juifs. Et donc, on a vécu des décennies, je dirais, très heureuses. Malheureusement, quand on voit ce temps-là, les jours que nous vivons, Comment on peut expliquer ces changements, d'après vous, qui sont effectivement regrettables aujourd'hui, quand on regarde un peu tout ce qui se passe, mais pourquoi est-ce que les choses ont changé, se sont transformées? Je pense qu'il y a des raisons multiples et complexes, comme toujours. Ce qui est indéniable, c'est que des paroles qui se disent aujourd'hui, des gestes qui se pratiquent aujourd'hui, étaient impensables, disons en gros, durant les 40-45 ans après la guerre. Au point que lorsque les choses se sont déclenchées en France, il y a 4 ans maintenant, moi j'ai mis quelques mois à me remettre du choc que j'ai ressenti, parce que pour moi l'antisémitisme c'était quelque chose qui était définitivement passé. Donc si on m'avait dit que l'antisémitisme pouvait de nouveau être en usage et avoir cours, j'aurais ri, j'aurais pensé que c'était une plaisanterie. Et j'ai mis des mois à accepter cette chose, à accepter que ça se passait de cette manière-là. Et je l'ai très très mal vécu. Les raisons, je pense qu'elles sont multiples. On sait bien maintenant, on ose le dire, mais il y a eu pendant plusieurs années un refus de le dire. On sait bien que cet antisémitisme est majoritairement d'origine musulmane, islamiste, disons. Et donc, l'une des raisons, c'est l'importance numérique, démographique de la communauté musulmane. Et la deuxième raison, qui est très étroitement liée à celle-là, c'est que cette communauté musulmane est en proie à une propagande islamiste extrêmement active, qui est certainement le fait d'un nombre relativement peu élevé de gens, mais des gens très actifs, et qui ont une influence absolument évidente sur le gros de la communauté. Et cela, je pense, d'autant plus que beaucoup de gens de cette communauté musulmane sont complètement incultes dans le domaine religieux. Mon mari vous dira mieux que moi qu'il a croisé des enseignants dans le domaine de l'islam qui étaient effarés par l'ignorance des jeunes auxquels ils s'adressaient, qui ne connaissaient bien sûr pas l'arabe, qui ne connaissaient rien à l'islam et qui donc étaient des proies absolument rêvées pour des propagandistes violents. Ça, je pense que c'est une raison. Alors, il y a une autre raison, je pense aussi, qui est que ce tabou de l'antisémitisme qui a pu être levé de cette manière-là, dans ces circonstances-là, a été levé pour des gens qui, quelque part, étaient bien heureux de pouvoir enfin exprimer tout haut, sous couvert, par exemple, d'antisionisme, ce qu'ils pensaient tout bas, sans pouvoir et sans oser l'exprimer jusque-là. Donc il y a une frange de la population, certainement, que les circonstances actuelles arrangent énormément et qui jubilent quelque part de ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors il y a aussi toute l'ambiguïté créée par le lien des Juifs avec Israël, qui est un gros problème. Enfin, je veux dire, le problème, ce n'est pas le lien avec Israël. C'est loin de moi cette pensée. Mais le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à expliquer et à exprimer ces choses-là. Pourquoi ? Parce que autour de nous, les gens aiment bien les vérités toutes simples et toutes carrées, et que peu de gens sont capables et veulent entrer dans les nuances qui sont absolument... dont on ne peut pas faire l'économie.
dans toute situation et en particulier dans celle-là. Alors, quand on dit que les Juifs ont des liens réels et particuliers avec Israël, c'est tout à fait vrai. C'est quelque chose qui est lié à leur histoire, qui est lié à leur origine. Nous parlions tout à l'heure de ce fond commun, de cette origine commune. Et c'est une dimension même de leur identité qu'il n'est pas question, pour la plupart d'entre eux en tout cas, de renier ou de détruire ou d'oublier ou d'annihiler. Dire qu'on est... Moi, je dirais les choses de cette manière-là. Je suis inconditionnelle de l'existence d'Israël et là, je ne suis prête à faire aucune concession là-dessus, mais je ne suis pas inconditionnelle de la politique d'Israël. Malheureusement, les Juifs sont aussi très souvent poussés à entrer dans ce deuxième type d'inconditionnalité par l'attitude des gens autour d'eux. Quand on vous parle de Sharon comme d'un Hitler ou d'un monstre sous la forme, par exemple, sous laquelle il apparaît dans un certain nombre de caricatures, et pas seulement de caricatures dans la presse arabe, eh bien, on ne peut que prendre la défense de Sharon. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec sa politique, mais ce n'est pas un assassin d'enfants, ce n'est pas un buveur de sang, ce sont des choses qu'on ne peut pas laisser dire, on ne peut pas accepter, adhérer à une diabolisation de Sharon ou à une diabolisation de l'armée d'Israël, même si peut-être des choses se passent qui ne devraient pas se passer. On ne peut pas entrer dans une description ou dans une image de la réalité qui est une image manichéenne et donc fausse. Je vous dis que moi, vraiment, durant ces 3 dernières années, je suis vraiment mal à l'aise. Mal à l'aise parce que je suis venu d'accord faire les études ici et j'avais senti aussi une certaine incertitude au Maroc. Donc j'ai retrouvé ici une certaine stabilité. Mais voilà que l'histoire me renvoie ça à la face et m'inquiète. Je vous ai dit, durant ces 3 dernières années, j'ai vu que j'ai la chance d'écouter les 2 sources. J'écoute mes informations auprès de la radio. J'ai pas de télévision, ma femme m'a interdit ici. Elle lit parce qu'elle lit énormément, il faut lire beaucoup, j'écoute donc la radio, mais la radio, j'écoute aussi la radio israélienne, et je vois 2 faits identiques. Un fait quand même, un fait c'est un fait, mais la lecture que donnent les médias français est véritablement une honte, où on voit que il y a ce que je sens, ce que j'ai senti, un acharnement anti-israélien très poussé. Et ça, je ne le supporte pas. Je vous le dis franchement, je ne le supporte pas et ça me fait mal à l'aise. Alors, comme je vous ai dit, les années 60, où quand on écoutait la radio, quelle objectivité, quelle force avait le journaliste, où pour lui la parole c'est du vrai, et bien pour le journaliste ces derniers temps, c'est du faux, c'est vraiment du faux. Le même fait relaté par telle source israélienne ou même, alors j'ai des amis ici qui écoutent des informations en allemand et qui me disent ils sont beaucoup plus proches des informations données par Israël que par les médias français. Et bien ce manque d'objectivité vraiment m'inquiète beaucoup. Vous parlez l'arabe, donc j'imagine que vous avez des contacts aussi avec des musulmans, avec des échanges. Oui. Au niveau de l'université, Oui. et le département, évidemment, c'est un département où il y a la fonction d'enseignant, de l'enseignement. On enseigne évidemment les études hébraïques, la langue, la littérature et la civilisation, mais comme toute universitaire, il est un enseignant-chercheur. Et chercheur, donc, il doit faire forcément partie d'une équipe de recherche. Donc j'appartiens à l'équipe tous les enseignants de département appartiennent à l'équipe de recherche, groupe d'études orientales. Et là, nous avons devant nous les professeurs du département d'études arabes, où nous avons d'excellentes relations sur le plan de la recherche.
avons d'excellentes relations et nous nous entendons très très bien. Je vous dis, d'ailleurs, certains collègues s'étonnent lorsque nous organisons des colloques, nous les organisons en même temps et nous nous entendons très bien. Je ne veux pas citer des noms, mais un prof ami ou quand je lis aussi la culture arabe, je connais bien donc la civilisation musulmane qui est, je dirais, humaniste, qui a des idées très, très, très importantes et il m'arrive de discuter avec lui et il me donne raison sur beaucoup de points. Il n'est pas d'accord avec l'islamisme et ce fanatisme ou ce manque de tolérance qui n'est pas d'horizon musulman. Je ne veux pas rentrer évidemment dans les détails. Parce que là, effectivement, on dresse un tableau un peu tragique de la situation aujourd'hui, mais il y a aussi des réactions. Je sais que vous réagissez, je sais qu'il y a des passerelles qui tentent de se mettre en place, et je pense qu'il est important d'en parler, enfin de dire effectivement ce que vous faites. Absolument. Moi-même, je travaille depuis de longues années, pas mal d'années, dans des structures de dialogue judéo-chrétien. En particulier dans un groupe qui s'appelle Groupe d'études bibliques interconfessionnelles. C'est un groupe qui a, je crois, facilement une vingtaine d'années d'existence. Et l'originalité de ce groupe, c'est que nous travaillons, donc à l'origine c'était catholiques, protestants et juifs, sur notre patrimoine commun qui est le texte biblique. Et je dois dire que ce groupe a été pour moi une source d'enrichissement extraordinaire parce que les liens qui se créent, les liens d'amitié qui se créent et les liens d'écoute qui se créent sont tout à fait exceptionnels. J'ai appris dans ce groupe à dire ma pensée sans détour, chose que je ne savais pas faire au départ, étant donné, si vous voulez, la méfiance, la peur. Dans mon enfance, on nous apprenait, et à juste titre, qu'il ne fallait rien dire ou rien faire qui puisse susciter l'antisémitisme. Et dans ce groupe, j'ai appris qu'on pouvait parler vrai, reconnaître les clivages, les différences, les contentieux, tout en gardant un discours amical et une écoute réelle. Ce groupe s'est ouvert a voulu s'ouvrir depuis longtemps en fait, à une présence musulmane. Ça s'est fait difficilement. Il y a eu un premier intervenant musulman qui est arrivé il y a pas mal d'années, mais qui est décédé. Et ensuite, il y a eu pendant plusieurs années, nous avons cherché quelqu'un sans le trouver. Maintenant, il y a régulièrement une personne qui vient assister aux réunions, qui s'exprime, qui donne le point de vue des musulmans. C'est encore peu, mais peu importe, c'est une ouverture, c'est quelque chose qui fait son chemin. Je travaille aussi dans une autre structure qui s'appelle le Pont, le groupe du Pont, et dont l'originalité consiste à être un lieu de rencontre pour toutes les religions, pas seulement pour ce qu'il est convenu d'appeler les religions du livre. Donc il y a là-bas des hindouistes, des bouddhistes, des baïs, des anglicans aussi, auxquels on ne pense pas beaucoup d'habitude, catholiques, protestants et juifs. Je crois que il me semble que j'ai dû citer à peu près tout ce qu'il y avait. Et là, le groupe fonctionne, et musulmans bien sûr, mais ça c'était évident. Et là, le groupe fonctionne différemment, ce n'est pas un groupe d'études, c'est un groupe de rencontres. Donc il y a des activités qui sont prévues. Et j'ai rencontré, lors de la dernière activité, j'ai pu parler longuement avec des jeunes femmes musulmanes. Et je dois dire que c'est finalement, ce qu'on ne comprend pas, c'est que quand on a un contact direct avec les gens, quand on voit devant soi des personnes et non pas des idées et non pas des abstractions, eh bien on peut se parler et les choses deviennent complètement différentes. Et c'est extrêmement important. Et il y a une troisième chose dont je voudrais parler qui me tient beaucoup à cœur. Et c'est une initiative qui a été lancée par la paroisse Saint-Thomas et qui est en train de se concrétiser. Et je trouve que c'est un projet extraordinaire et c'est pour ça que je veux vraiment en parler. C'est un projet qui a 3 volets. Il s'intitule La paix aujourd'hui, justement en réaction aux discours de haine et de violence qui fleurissent un peu partout. Et ce projet se concrétisera au mois d'octobre, d'une part par un livre écrit, un livre de commentaires
écrit donc par un juif, par 2 chrétiens et par un musulman, qui commentent chacun, et c'est très symbolique, 7 textes de leur tradition. En regard de ces 7 textes, 7 artistes, donc juifs, chrétiens, musulmans, ont fait un tableau, un grand tableau d'1 mètre sur 1 mètre, en illustration, prenant comme point de départ chacun de ces textes-là. Et ces tableaux-là figureront d'une part dans le livre, et d'autre part feront l'objet d'une exposition qui sera inaugurée au mois d'octobre. Et le 3e volet, c'est un volet musical, avec des concerts de musique juive, chrétienne et musulmane, qui auront lieu à partir du mois d'octobre également. Et je tiens à en parler parce que, là encore, la rencontre a été absolument fructueuse. Donc c'est une équipe importante au point de vue numérique, puisqu'il y a 8 personnes par tradition, 8 x 3, 24, et qu'on peut se parler d'expériences différentes, et se rendre compte que l'autre n'est pas un monstre avec des cornes et une queue, ni un islamiste avec une bombe autour de lui-même. Et je crois que ça met les choses en place. Ce sont des choses vraiment... Je crois que si les choses peuvent changer, c'est par des initiatives sur le terrain de ce genre-là, et pas par des choses venues du côté des politiques. Je ne peux qu'approuver, bien sûr, ce que vous dites. Vous avez... Comment vous ressentez tout ça, je suis vraiment très content parce que, vous savez, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Oui. Et un mari, quand il rentre chez lui, c'est telle et telle réunion. Oui, je trouve que c'est d'excellentes initiatives. Malheureusement, personnellement, que je n'arrive pas à développer parce que mes charges, d'une part, de recherche et administrative à l'université, mes charges d'enseignement administrative et de recherche, ne me permettent pas d'avoir ce loisir, pour savoir ce loisir, de rencontrer tellement de personnes, d'agir au sein des associations, et pourtant quand même il faut le faire. Mais je pense que c'est une excellente chose. Mais là, comme je vous avais dit, au niveau même maintenant de l'université, des rencontres se font importantes, mais pas encore suffisantes. Là, je ne m'investis pas suffisamment. Il faut être un peu libre pour pouvoir le faire, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup même des initiatives à prendre sur ce plan, et je crois que ça pourra aider. C'est cette rencontre et ces échanges, des échanges et de rencontres fréquentes pourront engendrer de bonnes choses. J'ai la conviction, parce que c'est une chose que de défendre une idéologie que de voir des personnes en face. Et là, j'ai vraiment, je dirais que j'ai des amis où on parle à cœur ouvert, et il y a quelque chose à créer là-dessus. Il y a beaucoup de choses à faire. Ne pas se cantonner, on se cantonne évidemment. Il faut dire aussi, comme je vous ai dit, les charges de recherche, quand on fait un plan quinquennal ou un programme, il faut le réaliser, il faut que ça se termine, il faut savoir pour une publication, donc il y a là-dedans, on est sous pression en quelque sorte. Oui, donc il faut se permettre ce loisir de le faire. Bien, je vous remercie pour tous ces témoignages.